Bonjour Charlotte. Ça va? Oui, ça va et toi? Avec cette magnifique météo, malheureusement, on a essayé de trouver des astuces pour avoir la bonne luminosité, mais heureusement, avec le pull, tu nous amènes du soleil. Merci. Donc, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans mon média Cassidio et pour faire un peu ce nouveau format échange avec des experts, au lieu que ce soit par écrit, et bien qu'on le fasse en vidéo et qu'on puisse échanger de vive voix et que ce soit aussi peut-être plus humain pour les personnes qui nous suivent. Du coup, je vais te demander de te présenter et de présenter ton activité. Alors, je suis Fanny Julien Laferrière, j'ai 43 ans, je suis coach professionnelle et oui, c'est mon vrai métier. C'est la question qu'on pose tout le temps. C'est vrai. Et avec une spécialité en psychopratique, notamment les pratiques narratives et les diagrammes. Oui, top. On en reparlera après, mais très intéressant. Juste là, peut-être pour un petit peu placer le contexte aux personnes qui peut-être ne connaissent pas vraiment le coaching, je pense qu'il y en a quand même pas mal parce qu'on entend beaucoup ce mot, mais on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière. Est-ce que tu peux nous dire un peu le constat que tu fais justement sur la place du coaching dans notre société, comment il est actuellement et justement comment ça peut s'expliquer en France que ce soit comme ça? C'est intéressant cette question parce que le coaching, à la fois, on en entend trop parler et un petit peu à toutes les sauces et du coup, on ne sait plus quoi mettre derrière. Et en même temps, c'est un métier dont la vraie pratique est très méconnue. Puisque justement, aujourd'hui, on a des coachs en shampoing, des coachs en activité physique, des coachs... il y en a un petit peu partout. Alors, il faut savoir que c'est aujourd'hui une profession qui est non réglementée. Ah oui, d'accord. Donc on peut s'auto-déclarer coach, voilà. Donc c'est vrai que ça a fait une grande diversité qualitative et quantitative au niveau national. Donc après c'est fréquent quand même les professions non réglementées. Oui, il y en a plein, mais c'est vrai que ça a pas aidé notre profession, et je pense qu'on est on a plutôt hâte qu'elle soit reconnue et réglementée parce que justement nous on travaille avec du matériau humain. C'est le matériau le plus fragile au monde. Quand le matériau humain il est cassé, en vrai, on ne sait pas très très bien le réparer. Donc il faut en prendre un soin infini et c'est pour ça que moi j'ai choisi de me former. J'ai suivi une formation longue à l'époque où c'était pas du tout tendance, c'était même carrément à contre-courant. Je me suis formée bien avant le coaching. Je me suis formée en 2015, je crois. Il y a 10 ans. Oui, voilà. Donc c'était non seulement c'était pas tendance, mais c'était carrément un ovni. On regardait un petit peu comme des marginaux à l'époque. Et moi, l'idée, j'ai choisi mon école en fonction de celle qui avait l'approche la plus humaine, justement la plus respectueuse de ce matériel humain. Je me suis pas formée à du coaching business en premier temps, mais vraiment à la relation d'aide, à la psychopratique, donc avec en fait. C'est de la thérapie. En fait. Alors non, on n'est pas thérapeute. On n'est pas thérapeute non plus. C'est-à-dire que le coach, il n'est pas son champ de compétences. C'est pas la psychopatho. La psychopatho n'est pas compétent. Et je pense que c'est très important de savoir reconnaître que ce n'est pas notre champ de compétences. Bien sûr. Et nous, on va travailler sur terrain sain. C'est-à-dire, autant qu'il puisse l'être. Bien sûr, parce que mais oui, je vois ce que tu veux dire, qu'il n'y a pas en tout cas de diagnostic à faire. Non. Alors, moi, je me suis formée pour pouvoir repérer les signaux qui me permettent de réorienter mon public vers justement l'accompagnement thérapeutique qui est très complémentaire et c'est très intéressant justement de développer les deux volets en même temps parce qu'ils vont se répondre. Parce que quand on est que dans la thérapie, parfois, on est un peu frustré du manque de mise en pratique. Oui, c'est ça, tout à fait. On a l'impression d'être parfois un peu passif face au déroulé et à la responsabilité de sa vie. Donc, amener un deuxième volet en coaching, ça peut être en même temps, pardon, pas avant, mais en même temps ou après. Ça peut être vraiment pertinent et ça nous redonne du pouvoir justement sur notre parcours. Oui, ça a double sens, c'est vrai. Au final, soit une personne, elle a commencé par le coaching parce qu'elle se sentait bien justement d'attaque pour faire ça, parce que justement au contraire, elle avait peut-être déjà résolu certaines choses et tout. Mais en faisant le coaching, elle se rend compte qu'il y a encore quelques petits trucs à régler, donc elle va peut-être retourner en thérapie. Et inversement, comme tu dis, la personne qui sort d'un long parcours thérapeutique, elle a peut-être aussi envie maintenant de passer au coaching, quoi. Oui, ça c'est dans les deux sens, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a le besoin aussi de reprendre une dimension proactive sur son parcours de vie. Ouais, c'est clair qu'au bout d'un moment, être tout le temps dans l'analyse,
Ça peut être un peu le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a certains coachings qui vont rester vraiment dans le mental et dans l'analyse. Moi, c'est pas du tout ce que je propose. Moi, je pense qu'on peut pas parler qu'à la tête. Il y a aussi des chemins d'intégration beaucoup plus profonds qui vont à passer justement par le jeu, par la mise en action, par des chemins tout à fait détournés, un peu le vide freudien dont on parlait, qui permet à un moment, il y a un élément perturbateur qui vient faire que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. On sait pas trop comment ça arrive, mais on sait que justement l'inattendu peut le produire souvent. Parce que vous faites, pour en dire un peu plus comment tu pratiques toi le coaching, c'est-à-dire que tu as des outils à ta disposition et ça peut être du travail sur l'inconscient ou non, ça c'est vraiment un aspect thérapeutique plutôt quoi. Alors le travail de l'inconscient il se fera toujours de toute façon en arrière-plan. Mais c'est vrai que moi j'y suis attentive. On va avoir des façons de poser des questions un petit peu farfelues qui vont permettre justement l'émergence des choses qui ne pourraient pas émerger dans une pensée trop rationnelle et trop justement qui prend les mêmes chemins habituels qu'on prend tous les jours. Donc ça va être aussi changer de lunettes, changer de regard, questionner nos automatismes, nos habitudes, nos conditionnements qui vont faire que tiens, tout d'un coup il y a je l'avais pas perçu de cette façon-là, il y a un angle mort qui s'éclaire. D'accord. Et du coup, ça, dans ta formation, c'est des outils que tu as appris en fait et que tu mets en pratique. Alors, il y a du conversationnel qui va faire qu'on travaille sans avoir l'air de travailler. Et de toute façon, le conversationnel, il est important puisque le développement personnel, le travail sur soi, on ne peut pas faire l'économie de l'autre puisque le facteur commun de toutes les formes d'accompagnement, qu'ils soient thérapeutiques ou non thérapeutiques, c'est que c'est la relation qui soigne. Au final, c'est toujours ça. Et c'est peut-être ça qui t'a d'ailleurs amené à pratiquer le coaching, c'était cette envie de relationnel et d'apporter comme ça du soin Alors, c'est venu beaucoup des autres. Moi, c'est beaucoup les autres qui m'ont invité à ça, en me faisant remarquer que j'avais une posture de neutralité qui était grande et que justement ce regard neutre d'une personne tierce, extérieure à la relation, permettait de remettre en perspective beaucoup de choses. Et c'est beaucoup les autres qui m'ont encouragée dans cette voie-là, jusqu'au moment où je me suis dit oui. Et je me rappelle quand j'ai appelé pour me former en coaching, j'ai eu un super contact avec la dame qui m'enseignait et on a pleuré toutes les deux parce que oui, vraiment ça a été très fort parce que aux questions que je lui posais, elle comprenait que j'étais au bon endroit. Et aux réponses qu'elle faisait, je comprenais que j'étais au bon endroit et c'était peut-être la première fois de ma vie où je me sentais vraiment à ma place. Et elle a senti ça de toi aussi et ça l'a ému. Elle a su que je me formerais bien avant moi. Ça c'est d'ailleurs peut-être aussi dans ton travail de coaching, c'est peut-être ce que tu as envie d'apporter aussi, que les gens se sentent enfin à leur place. Mais je me rends compte que c'est vraiment le point de ralliement de toutes les personnes que j'ai accompagnées. C'est-à-dire ils sont à un moment de transition de vie où on sait ce dont on a plus envie, mais on sait peut-être pas encore tout à fait mettre des mots sur ce qu'on a envie de vivre. Et puis prendre ce recul par rapport au parcours prévu. Finalement, alors, tout à fait. À la vie qu'on avait rêvée, à la vie qu'on avait envisagée. Beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est plutôt des gens proactifs, qui analysent beaucoup, qui ont un mental très présent, mais qui aussi se bougent, qui ont déjà fait des choses et qui arrivent à un moment où ils ont l'impression que ils n'arrivent plus à faire tout seuls parce que toutes les cases ont été cochées. Et pour autant, il y a une espèce de vide intérieur qui est là et où la sensation d'être un peu perdu, de peut-être être un peu à côté de sa vie. Pas trouver de sens. Il y a tu mets les bons mots, il y a une perte de sens dans ce qu'on fait, on le fait de façon un peu automatique, en ne sachant plus forcément pourquoi. Il y a un ennui qui commence à être là, il y a un manque de stimulation. On se retrouve un petit peu ennuyé dans sa propre vie. Oui, mais ça y est, en fait, je suis passée par là. C'est pour ça peut-être aussi que j'arrive à trouver les bons mots, mais c'est vrai que aussi, on peut se dire que peut-être le coaching, c'est à la fois en fait un accompagnement qui, peut-être au départ, on a en tête, je veux faire du coaching pour ma vie perso ou une autre personne, je veux faire du coaching pour ma vie pro, puis finalement on se rend compte que les deux sont liés, quoi. Mais c'est la question qu'on me pose le plus, est-ce que tu fais du coaching professionnel ou est-ce que tu fais du coaching personnel? Et moi je fais toujours la même réponse, c'est choisis la porte par laquelle tu as envie d'entrer, mais les deux sont dans la pièce. Il faut vraiment finir avec cette espèce de mythe un peu schizophrénique de vie pro, vie perso. En fait, ce qu'on va travailler et ce qu'on va acquérir de prise de conscience dans un domaine va forcément impacter l'autre. Nous sommes une même personne.
Et il faut arrêter de s'infliger un petit peu cette vision de soi complètement morcelée. On est déjà assez morcelé comme ça. C'est clair. Et plutôt privilégier une vision d'ensemble, de réunification. Moi, je sais que quand, parce que pour la petite histoire, moi, j'ai fait un coaching avec Fanny il y a maintenant 6 ans, je crois, ça remonte. Mais c'était je me rappelle au début, c'était vraiment la prise de conscience que j'avais eue, que tu m'avais dit, parce que moi j'étais dans le cadre d'une reconversion, et du coup on avait fait le coaching, et tu m'avais dit, oui, mais en fait, il faut que tu me dises d'abord c'est quoi tes aspirations pour ta vie personnelle, et après on verra en fonction le chemin de reconversion, quoi. Et ça, je m'étais dit, ah oui, enfin, ça m'avait étonnée, quoi. J'étais pas du tout là-dedans à l'époque. Oui, parce qu'on est déjà hyper conditionné par les bilans de compétences, à partir de nos compétences acquises, comment on va continuer à les valoriser, mais si on s'en à côté de sa vie. Et oui, c'est ça. Il faut peut-être partir de toutes les choses qu'on n'a pas exploitées, qui demandent à l'être et qui crient leur envie d'exister dans nos vies. Ah non, c'est clair qu'en fait, très clairement, je pense que ça fait partie des prises de conscience des personnes qui vont faire du coaching, quoi. Alors après, il y a malgré tout une part du coaching qui est fait directement dans les entreprises. Toi, tu en fais peut-être aussi des fois, ouais. Et est-ce que tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur ça, comment ça se passe quand tu interviens dans les entreprises? Quelles sont les grandes questions, par exemple? Ouais, qu'est-ce qui est traité? Pourquoi les entreprises font appel à des coachs? Qu'est-ce qui leur paraît utile, en fait, quand elles font appel à des coachs? Alors souvent, la partie connue de l'iceberg, celle qui est visible, ça va être autour de la communication et de la gestion du conflit. Ah oui, d'accord. Mais en dessous, il y a d'autres facteurs beaucoup plus structurels, beaucoup plus systémiques, qui font qu'on arrive à justement cette difficulté de communication, de résolution des conflits. Il y a souvent une mauvaise connaissance, une mauvaise définition de la fiche de poste, déjà, qui ont des écueils hyper courants en entreprise, et donc poser un regard neutre finalement qui va dire mais où sont les frontières? Mais de la part du collaborateur lui-même ou de tout le monde? Non, c'est ce qui va émerger, que globalement, quand il y a une souffrance, il y a une zone où la souffrance se cristallise, c'est parce qu'il y a un flou dans est-ce que je suis responsable de cette partie, est-ce que je suis, où est-ce que je suis pilote, où est-ce que commence et s'arrête ma zone de compétences et finalement d'action libre, où s'arrête ma responsabilité aussi, où commence la responsabilité. Il y a souvent une confusion en termes de responsabilité, et ça peut être très intéressant justement d'accompagner l'équipe à comprendre, identifier où est ma part de responsabilité, quelles en sont les limites, et est-ce que je suis pas en train d'endosser des responsabilités qui ne sont pas les miennes, et que du coup je ressens de la frustration, de la colère, de l'impuissance. Est-ce que les zones de responsabilité de chacun sont bien définies? C'est là qu'entre en jeu aussi la définition de la fiche de poste. Et souvent, il y a des flous. On ne sait pas trop à qui incombe la responsabilité. Et là, ça va cristalliser finalement des guerres territoriales. Mais c'est vrai. Oui. Combien de fois on a l'impression de faire des choses qui en fait ne sont pas à nous de les faire. Enfin, ça ne m'étonne pas que ce soit vraiment source de la majeure des conflits en entreprise. Et du coup, le coaching va aider à savoir quelle est notre responsabilité et comment la communiquer aux autres aussi. Et comment les autres vont réussir à la percevoir aussi. Oui, il y a des petits outils tout simples qui vont permettre de réidentifier, de redistribuer, et puis surtout travailler sur sa partie. Et on a souvent tendance à vouloir que l'autre change et s'adapte. Et là, on reprend sa responsabilité personnelle, on travaille sur sa part de responsabilité, et ça permet de venir apaiser aussi le bouillonnement émotionnel que ça accompagne. Parce qu'on a beau vouloir séparer la personne professionnelle de la personne humaine, mais il en reste que il y a des cristallisations émotionnelles qui se font à cet endroit-là, et ça permet vraiment de les apaiser, de pouvoir revenir à du factuel et de pouvoir redistribuer de façon rationnelle, sans nier l'émotion, mais en l'apaisant, en l'accompagnant et en pouvant la ramener à des choses qui sont beaucoup plus mesurables. Donc pas aller d'un extrême à l'autre au final, parce que des fois on est dans, comment dire, on voudrait que en entreprise, il y a eu ces dernières années, ces dernières décennies,
vous voulez que les personnes aient zéro émotion, oui, en fait, ce soit juste des robots, pas presque. Oui. Mais en même temps, effectivement, il faut pas non plus que ce soit incontrôlable les émotions au travail et que ce soit complètement dévastateur aussi, quoi. Et là, on est sur un autre développement de prise de conscience qui est à quel endroit je suis réactif. Ouais. Souvent, l'émotion qui déborde, c'est une réaction. Ouais, ok. Et donc, on n'est plus dans l'accueil d'une oui, information, oui. La prise de conscience, la rationalisation, la capacité de donner une réponse, non pas une réaction, mais une réponse, qui peut du coup devenir une action, ou aussi le choix d'une non-action, mais consciente. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, ce distinguo réponse-réaction, en fait. Parce que souvent, dans la vie, on réagit, mais on répond pas vraiment, en fait. Et donc, du coup, tu as plusieurs outils à ta disposition pour pouvoir donc faire tes missions. Et il y en a un en particulier dont on voudrait parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'énéagramme. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire comment cet outil il est utile dans ce type de problématique? Ok, alors on pourrait passer 2 jours à présenter l'énéagramme parce que c'est un outil extrêmement riche. Ce qu'on peut retenir de l'énéagramme, pour la faire courte, c'est que c'est un outil de profilage. Qui est millénaire. On en trouve les premières traces dans l'époque pré-sumérienne. Oui, ça date. Et on va le retrouver à peu près dans toutes les civilisations, dans tous les continents. On en trouve des signes. Donc on sait que ça a été vraiment c'est un carrefour de la sagesse ancestrale finalement qu'on va retrouver déployé de différentes façons dans différentes civilisations. C'est un outil de typologie de profilage qui met en avant qu'il existe 9 grands types de personnalités. Alors après, ils interagissent entre eux, en triade, beaucoup, c'est 9, donc ça fait des combinaisons beaucoup plus riches. D'accord. Et son idée n'est certainement pas de faire rentrer les gens dans une case et de les enfermer, c'est au contraire de pouvoir reprendre le pouvoir sur, on parle, quand on connaît son type d'énéagramme, on parle de base. Parce qu'il n'est pas du tout question d'être dans une case rigide, mais de connaître sa base d'énéagramme qui va nous permettre de nous redéployer sur les 9 forces, les 9 grandes forces de chaque profil qu'on va intégrer tout au long de sa vie. On ne va pas rester uniquement dans son comportement. On va pouvoir emprunter des comportements à l'ensemble de l'énéagramme et c'est ce qui va nous enrichir. Donc c'est un super outil de compassion à soi, mais aussi de compassion à l'autre et d'ouverture à la différence et la complémentarité. Donc ça c'est un super outil d'apaisement justement et de compréhension. Dans un team building, c'est assez extraordinaire. Et ça nous permet de comprendre un petit peu notre mode d'emploi personnel. Super. Quels sont mes freins propres et uniques et quels sont mes leviers propres et uniques, quelle est ma motivation et qu'est-ce que j'apporte dans le monde au-delà de ma quête personnelle aussi. Donc ça va permettre de mieux comprendre son mode d'emploi personnel, la seule chose qu'on nous a jamais appris finalement. C'est ça, et de pouvoir arrêter de lutter contre des petites choses qu'on a remarquées qui se répètent dans notre vie et dans nos comportements et de pouvoir reprendre du pouvoir dessus et passer justement de cette réaction à cette réponse consciente. Ça me permet de reprendre énormément de pouvoir sur les schémas qui sont répétitifs de nos vies, par exemple. Et c'est fou de se dire que ça existe depuis si longtemps et que... est-ce que toi, tu as une hypothèse sur, ou peut-être qu'il y en a déjà qui ont été faites, mais sur pourquoi on a créé cet outil? Est-ce que c'est vraiment une quête philosophique ou est-ce qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des civilisations d'avoir cet outil à disposition? Je pense que la question qui suis-je, elle est universelle. Je pense qu'on se l'est posée à toutes les époques. Et je pense qu'il y a bien un parallèle à faire avec aussi la philo et le stoïcisme dans cette approche. Je pense que la question qui je suis, elle nous occupe toute notre vie. Qui je suis, quelle est ma place dans ce monde, comment me sentir à ma place, et c'est un outil qui répond particulièrement bien. Donc ça a été modernisé, je crois, dans les années 60. D'accord. Je vous invite à ne pas chercher l'historique de l'énéagramme sur Wikipédia parce qu'il est très incomplet et très à charge. Oui, c'est vrai, mais parce que on se concentre autour d'une personnalité sur des siècles et des siècles. Qui a un petit peu théorisé et amené l'approche moderne, et c'est vrai qu'il n'a pas forcément utilisé à des fins nobles. Donc voilà, mais c'est tellement plus riche que ça, comme tu disais, il y a une approche
L'énagramme, il est basé sur le nombre d'or, sur des approches scientifiques, mathématiques à la base, en parallèle avec la musique aussi, sur les typologies, sur la philosophie. C'est très riche. Il y a aussi une dimension spirituelle. Certains l'ont exploité des dimensions vraiment spirituelles. Il y a une dimension, comme on dit, qui nous relie à quelque chose de plus universel. Donc il y a énormément, la genèse extrêmement complexe et extrêmement riche, donc c'est très dur à résumer en quelques instants, mais moi ça fait presque 10 ans que je navigue avec les diagrammes et je pense que peut-être que je touche du doigt 20% de ce que ça représente. Ouais, d'accord. Okay. Mais c'est incroyable, je trouve. Effectivement, cette question de savoir qui suis-je, c'est sûr que c'est universel et aussi de savoir comment, après de avoir su qui on était, comment interagir avec les autres en fonction de ça. C'est aussi à ça que servent l'énéagramme. Et je pense que c'est aussi un questionnement très moderne, parce que finalement, aujourd'hui, on voit l'énéagramme est peut-être le père d'énormément d'outils qu'on connaît aujourd'hui, le MBTI, la Processcom, c'est autant d'outils typologie qui trouvent une origine commune dans l'énéagramme. Et du coup, pour construire cet énéagramme et pour savoir à quel type on appartient, donc toi tu as un questionnaire à disposition. Oui, j'ai un questionnaire, on peut aussi en trouver en ligne. Alors moi j'en ai testé beaucoup pour pouvoir justement en recommander un. J'en ai trouvé aucun qui m'est paru fiable. En fait ça, c'est qu'il n'y a pas un questionnaire type finalement. Non, on va pouvoir avoir des questionnaires, des outils qui vont nous orienter, mais j'invite les personnes qui nous regardent aujourd'hui à l'aborder avec énormément de prudence. Le questionnaire, il est un guide, mais l'idée, c'est certainement pas de s'enfermer dans un type mordicus sans l'avoir complètement expérimenté. Faites-vous accompagner de quelqu'un qui va avoir du recul sur l'outil parce qu'il y a énormément de faux positifs dans dans les c'est-à-dire qu'on peut être type 1 et en fait, ce sera pas le cas. On peut sortir d'un questionnaire type 1, sauf que le type 1, je sais si tu fais bien d'en parler, c'est un des faux positifs les plus courants. Avec le type, alors le type 1, c'est le perfectionniste, avec le type 3 qui correspond au battant. Ah oui, d'accord. Alors on comprend que le perfectionnisme, c'est de par l'éducation déjà, en fait, surtout en France, il y en a beaucoup, je pense, des perfectionnistes, mais qui sont un peu contrariés, on le voit dans les entretiens d'embauche, quel est votre principal défaut? Le perfectionnisme, c'est un défaut extrêmement encouragé. C'est ça, exactement. On peut avoir un conditionnement comportemental sur ce type-là, l'avoir surdéveloppé sans que ce soit forcément notre base énagramme, elle va parler de notre motivation, de ce qui nous meut dans l'existence. Et ça, elle est unique, impersonnelle. On va pouvoir emprunter tout un tas de comportements, mais notre motivation, elle est unique. Un autre faux positif fréquent, ça va être le battant, le 3, parce que c'est l'idée du performeur. Et ça, c'est tellement encouragé dans la société contemporaine qu'on a tous surdéveloppé ces comportements-là sans forcément emporter la motivation. Et un autre faux positif assez courant, c'est le profil 5, l'observateur, l'analyste. Pourquoi? Parce que c'est souvent un mode survie. Il partage des comportements en commun énormément avec le mode survie. On sait qu'aujourd'hui, on a une société qui est quand même très exigeante, qui nous pousse à avoir beaucoup ce type de comportement. Donc, attention, votre comportement qui va ressortir le plus fort dans ce type de questionnaire ne va pas forcément être votre vraie base. En fait, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce qu'en fait, si on fait le questionnaire tout seul devant son ordi, on va répondre pas forcément avec qui on est vraiment, mais par les comportements qu'on a tellement adoptés ces dernières années qu'on croit que c'est ce qu'on est, quoi. Oui, on peut s'identifier à nos comportements, on va rester là. Donc ça va être vraiment une espèce d'enquête à travers le quotidien et à travers le conversationnel. Les phrases types que l'expert en énagramme est habitué à repérer, qui vont nous orienter. Mais méfiez-vous des gens qui vous disent vous êtes telle base très très vite. Parce qu'il va falloir la mettre à l'épreuve de l'expérimentation, de l'expérience, du vécu, pour pouvoir dire vraiment, là, il en ressort, après un petit peu d'expérimentation, que effectivement, je suis bien ce type ou ce type. Et alors, moi, mon parcours, il est assez typique là-dessus, puisque quand j'ai reçu mon énéatype, je l'ai rejeté très fort. Ça parlait tellement de choses de moi que j'avais identifiées et avec lesquelles j'étais pas du tout à l'aise. Parce que justement, je voyais bien ce comportement et du coup, je l'ai rejeté pendant 2 ans pour finir par me former à l'énéagramme parce qu'au bout de 2 ans, justement,
à l'expérience, à l'épreuve du vécu, à l'expérimentation, j'ai bien été obligée de me rendre compte que oui, quand même, il se pourrait bien que je sois ce type-là. Okay. Voilà, et c'est ça, c'est ne prenez pas pour argent comptant, ne vous en servez pas pour vous-même vous coller une étiquette et vous remettre encore dans une nouvelle case qui va vous frustrer, qui va vous rétrécir. Ouais. Faites confiance à votre expérimentation, voyez comment vous réagissez, voyez si ça correspond vraiment à la motivation qui a été mise en avant. Mais c'est vrai que, c'est ça aussi ce qui peut parfois être la partie, on va dire, difficile dans le coaching et plutôt inconfortable, plutôt que difficile. Je dirais c'est cette part de deuil qu'il y a à faire. Souvent quand on fait un coaching, on se rend compte qu'il y a des deuils à faire qu'on n'avait pas fait. Donc là, ça y est, on y est confronté, quoi. Et l'énéagramme aussi sert à ça, quoi. Oui. C'est-à-dire que quelque part, à chaque intégration de notre soi authentique, il s'agit aussi de renoncer à une part non authentique, le faux self, on peut parler. Et parfois, on est très attaché à ces comportements qui ont aussi permis de surmonter certaines épreuves. C'est ça. Et là, l'énagramme, ça nous permet de voir que je peux être un 9, avoir un comportement de 3, c'est ok, et au contraire, c'est valorisé. Parce que ça veut dire que je suis en expansion et que je suis en train de m'installer, de me déployer depuis ma base sur l'ensemble des forces. Parce que du coup, une fois qu'on a pu identifier, chacun son profil énéagramme, la suite derrière, ça va être quoi? Ça va être pouvoir se réaligner avec les bons comportements ou qu'est-ce qui va en suivre? Alors ça va être déjà retrouver l'énergie qu'on utilisait à lutter contre pour pouvoir agir avec son énéagramme, et ça va changer beaucoup de choses parce qu'on change finalement de perspective. J'arrête de lutter contre qui je suis, j'arrête d'essayer de me contraindre, de me formater, d'essayer de rentrer dans une case peut-être inatteignable, et je commence à comprendre à quel endroit j'ai de la valeur. À quel endroit ça a de la valeur d'être comme je suis, qu'est-ce que j'ai apporté au monde et comment je peux me servir justement, dans l'énagramme il y a aussi les ailes qui sont les deux nombres, les deux chiffres qui vont encadrer chaque profil. On va les développer, on va en développer une première avant 30 ans et la deuxième après 30 ans. Ça peut varier en fonction de est-ce que j'ai déjà fait un travail personnel, est-ce que j'ai fait une thérapie, ça peut aller plus ou moins vite. En général, c'est à peu près comme ça qu'on observe que ça se déploie. Donc, on sait aussi qu'on va pouvoir avoir des appuis à ces endroits-là. On va aussi avoir notre profil d'évolution qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que je peux aller chercher quand je suis en situation difficile pour faire levier. Et puis des indices qui nous permettent de repérer quand je suis sous stress et quand je suis en train de me désaligner. Et de pouvoir le repérer tout de suite à certaines phrases types qu'on va commencer à prononcer, qu'on a eu l'occasion justement de photographier en faisant l'analyse de son énéagramme. Ça nous permet de dire ok, là je suis sous stress, je sais qu'est-ce que je peux opposer comme attitude à cette situation, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour me redonner de l'élan et puis hop, me réajuster et revenir là où je suis une version de moi-même avec laquelle je me sens confortable, où je me sens fière, où j'ai l'impression d'honorer vraiment qui je suis et pas tomber dans des comportements réactifs c'est ça. qui souvent amènent de la culpabilité, de la déstabilisation de soi et finalement, même si on a pas conscience, on voit bien qu'on n'est pas à l'aise avec ces versions-là de soi. Oui, et ça rejoint en fait ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la part des responsabilités, quoi. Quelle est ma part de responsabilité et celle des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, comme tu dis, ça permet aussi d'éviter toutes ces notions de culpabilité, de colère et tout ça, à la fois qu'on peut avoir pour soi-même, mais aussi qu'on va développer pour les autres, quoi. Oui, on a souvent le désir inconscient que l'autre change pour qu'il corresponde mieux à notre vision du monde, à notre carte du monde. Là, ça nous apprend aussi le respect. Et puis de ne pas se victimiser, quoi, finalement. Oui, complètement. C'est à la fois un outil de réempuissancement. C'est ça. Et à la fois un outil d'hyper-empathie. C'est clair. On va pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à emprunter les chaussures de l'autre et à dire ok, donc moi j'ai cette difficulté et je sais à quel point ça va être un travail, une quête de vie et l'autre a aussi sa quête. C'est ça. Et on peut devenir des alliés puisque comme on travaille chaque travail personnel, on ne peut pas faire d'économie de l'autre, l'autre vient éclairer nos zones aveugles et comme on peut être par le travail sur l'énéagramme mis en sentinelle de soi-même,
on peut être aussi une excellente sentinelle pour l'autre et savoir repérer les moments où il va partir en stress et pouvoir lui proposer un levier qui est adapté à sa typologie pour l'aider à s'en sortir plus vite, à se réaligner. Et donc ça fait travailler énormément la solidarité, l'alliance, la bienveillance relationnelle, savoir que si tout le monde est à son meilleur, tout le monde gagne. Et puis la sagesse, je dirais aussi, de savoir aussi, de se dire, en fait, finalement, cette personne à qui je demandais telle chose, en fait, non, c'est pas elle qu'il faut que je la demande, quoi. C'est pas elle qui va être en mesure d'y répondre. Et nous, pareil, de se dire, moi, je suis pas capable de t'aider, en fait. Aussi avoir cette humilité-là aussi, quoi. Je suis pas la bonne personne à cet endroit précis. Exactement, c'est ça. Et puis, ça permet vraiment de réencourager l'attention à l'autre. Ah c'est sûr. Parce que d'être une bonne sentinelle, c'est pas pour taper sur les doigts, c'est pas pour venir pinailler. On est dans l'intention bienveillante de comment je fais en sorte que toute l'équipe se tire vers le haut. C'est clair. Et c'est là que c'est un super outil aussi c'est très important de se sentir vu, reconnu pour qui je suis. Ouais, exactement. Ça permet aussi de dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, et notamment dans les postes de management, ça permet de créer un management qui me ressemble. Exactement, c'est ça. À partir de mes forces, de mes leviers, et sur mon chemin à moi d'évolution, qui va me permettre d'être bien avec l'autre, de lui proposer vraiment mes forces, mes qualités, et de pouvoir les mettre au service de l'autre, et aussi de me sentir parfaitement dans ma zone de génie. Oui, à la fois ça permet d'avoir un management qui nous correspond, et puis d'un autre côté d'éviter aussi ce burn-out du sauveur qui voudrait toujours pouvoir aider ses collaborateurs et qui en fait en vient à s'épuiser, à faire presque parfois même le travail à leur place, quoi. Et de savoir se dire, mais en fait, non, ce n'est pas ma responsabilité, quoi. Ma zone de pilotage, elle est à cet endroit-là, et sa zone de responsabilité, elle commence, et travailler à l'autonomie de chacun, à la responsabilité, à l'autonomie de chacun, et aussi, du coup, sortir parfois de pratiques un peu infantilisantes. Exactement, que ce soit tout ce qui va être finalement contrôle à outrance, ou de vouloir aussi peut-être justement contrôler les gens, en fait, pour les faire à son image, quoi. Et en fait, je trouve que l'énéagramme aussi peut apporter ça aussi, de se dire, non mais telle personne, j'attendais ça d'elle, mais qu'elle le fasse de telle façon, mais en fait, c'est pas possible, quoi. C'est aussi avoir des prises de conscience sur les autres, quoi. Mais oui, et puis sur nos exigences, vouloir que l'autre penser que ma façon de faire, c'est forcément la bonne façon de faire, et que du coup, bien faire, c'est faire à ma façon. Je vais casser un mythe. Moi, j'adore faire l'effet bon anti-mythe. Chacun sait faire à sa façon. Et de toute façon, si on me demande de faire à la façon de l'autre, c'est la meilleure façon de créer de l'incapacité, du syndrome de l'imposteur, et surtout une perte de sens au travail. Exactement. Et un espèce de figement. Exactement, c'est ça. Un espèce de figement. Alors que si j'ai conscience que moi je peux faire ma façon, et que ma bonne façon de le faire, ça va être plutôt comme ça. Et que c'est là que j'ai de la plus-value à apporter. C'est ça. Chacun peut se sentir stimulé. Et puis c'est donner l'exemple, la première personne qui va oser assumer et affirmer qu'elle fait à sa façon, peut-être ça va être déconcertant pour les autres au départ, mais après c'est aussi agir en tant que rôle modèle, et les autres vont se mettre à faire pareil, quoi. Oui, et à sa façon, ça peut être à sa façon dans le cadre convenu de ce qui est adapté. Absolument, dans le respect des règles et des libertés, toujours, c'est bien ça. sûr. C'est être à la fois, je trouve que l'énagramme, un des grands cadeaux qu'il nous fait, c'est de nous permettre d'être à la fois unique et adapté. Ouais, c'est super intéressant ça. Ouais, de garder son unicité tout en pouvant comment dire, l'appliquer différemment en fonction des personnes qu'on a en face, quoi. Du coup, c'est vrai qu'avec l'énéagramme, il y a une grosse part de prise de conscience, quoi, qui sont multiples finalement. Grâce à cet outil. Qui vont accompagner, c'est un chemin. L'énéagramme, c'est pas on fait une séance. Exactement, on fait une séance, on va passer au moins 6 mois à l'intégrer et à la questionner dans le viventiel.
Et oui, parce qu'il y a des conditionnements qui vont être tellement ancrés en plus. Oui. Comment les désamorcer, quoi. Et puis, heureusement, ils vont pas apparaître tous en même temps, sinon c'est très compliqué. Ouais, c'est ça. Ils vont, l'inconscient, justement, fait très bien son travail, ça va se lever petit à petit, et ça va, au fur et à mesure qu'on est en capacité et en solidité de traiter aussi. Et parfois, on va aussi se rendre compte que certains comportements ne nous dérangent pas, justement. Peut-être aussi. Il y en a certains que, finalement, on va garder, tout l'intérêt de pouvoir identifier les comportements qui ont été induits par des systèmes extérieurs, peut-être notre système familial, l'environnement dans lequel on grandit a un impact aussi, notre environnement de travail va aussi induire une certaine... On parle souvent de la culture d'entreprise, c'est des choses qu'on va absorber de façon un peu passive et qui va infuser en nous. Il faut apporter un regard sur nous-mêmes et savoir est-ce que ça m'appartient vraiment ou pas. Exactement, ça c'est la grande question, je trouve. Est-ce que ça m'appartient vraiment Identifier est intéressant, mais ça va une fois qu'on a identifié, on va pas forcément choisir de les rayer tous, quoi. Voilà, de déprogrammer ces conditionnements parce que certains nous ont apportés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est super intéressant, je trouve. Même si, en gros, faut éliminer ceux pour lesquels on s'est rendu compte qu'il y avait une aliénation, même si c'est toujours difficile de savoir vraiment dans quelle mesure on aliène ou pas par certains comportements. Mais en tout cas, comme on disait, de pouvoir se dire, est-ce que c'est vraiment ce comportement, est-ce qu'il m'amène vraiment à être vue comme je suis, vraiment. Et surtout, est-ce qu'il m'amène vraiment vers la vie que j'ai envie de vivre? Ouais, c'est ça. Finalement, tout l'intérêt, tout l'objectif d'utiliser le diagramme, c'est de sortir d'une vie subie pour entrer dans une vie choisie. Et là encore, on est sur cette dualité entre est-ce que je suis en train de réagir ou est-ce que je suis en train de répondre de façon consciente. C'est super intéressant ça. En gros, c'est de se dire oui, j'agis, ou je suis acteur, actrice de ma vie et je ne subis pas. Complètement, c'est vraiment, je reprends le lead sur la vie que j'ai envie de vivre. Je me pose des questions de mes objectifs, les cases que je voulais cocher. Est-ce que ce sont vraiment mes cases? Est-ce que c'est vraiment mes critères d'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie riche selon mes critères à moi? Et du coup, ces questions-là, parce que c'est vrai qu'au début de ta présentation, tu as parlé de narration, je crois. La pratique narrative. La pratique narrative, est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, après avoir identifié son type énagramme, etc., après avoir analysé tous nos conditionnements, les comportements qu'on veut écarter, ceux qu'on veut garder, etc., est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, là, je vais peut-être aller dans la narration de ma vie Alors, chez moi, vraiment, ces ingrédients, ils sont tous dans le shaker. On a secoué bien fort et ça fait une approche conversationnelle qui va, par contre, entendre vraiment, avoir une écoute fine de chaque mot prononcé par la personne et qui va permettre de rebondir et de questionner. Ah, mais ce mot-là, tu l'utilises vraiment en conscience? Qu'est-ce que tu mets derrière? C'est quoi ta narrative de cette phrase que tu viens de me dire? Qu'est-ce que tu mets derrière? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a transmis? Qui te l'aurait transmis? Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui dans ta version actualisée, encore dans cette histoire-là? Nous sommes les histoires que nous nous racontons. D'accord. Et souvent, on a une histoire préférée. D'accord. Et souvent, on a une histoire préférée de problèmes aussi. Qui nous accompagne, on a bien relié les points, tu sais, un petit peu comme ces dessins où il faut relier des points, on a bien relié les points du schéma de notre histoire problème, ce qui fait qu'elle occupe énormément d'espace dans notre vie, alors que notre cerveau, et c'est normal, notre cerveau est programmé pour évaluer les risques, en tirer des leçons pour l'évolution, et pour la survie, c'est tout à fait primitif, c'est comme ça depuis la nuit. Et on pourrait dire, et ça ne va pas changer? Bah si, en fait, on a aussi du pouvoir sur les histoires qu'on se raconte. Je suis les histoires que je me raconte et je peux reprendre du pouvoir sur l'histoire que je choisis pour ma vie. Les histoires positives, elles sont traitées par le cerveau un petit peu comme des îlots, isolés les uns des autres, on ne fait pas bien le lien. La pratique narrative, son intérêt, ça va être de retisser du lien entre ces îlots et entre ce qu'on appelle le paysage de l'identité. D'accord. À quoi je m'identifie, à quoi je me vois ressembler, comment je me construis une image de moi-même, et le paysage de l'action. D'accord. Qu'est-ce que je mets réellement en action, dans le concret, dans le réel, dans ma vie. Et du coup, ça aide à créer cet équilibre entre l'analyse et l'action.
Ah, ok. L'action. Super intéressant. Plus la réaction. Ouais, c'est ça. Ah oui, super Et intéressant. voir à quel moment on a vraiment marché notre parole. J'aime bien cette forme. Ouais, ok. Je dis ce que je suis, oui, ok. À quel moment je l'ai marché, ce que je suis, à quel moment je l'ai acté, à quel moment je me suis donné les preuves de ce que je suis réellement. Et là, on reconstruit de la fierté, de l'estime de soi, de la confiance en soi par la preuve. Parce que finalement, l'être humain, il a besoin de se raconter des histoires pour grandir, quoi. Enfin, on le voit dès l'enfance. Enfin, ma fille a 3 ans et demi, ça y est, elle se raconte tout le temps des histoires et tu vois que c'est pour intégrer des choses, en fait. Complètement, c'est un chemin d'intégration. Ouais. Complètement. Et c'est vrai que quand t'es adulte, tu l'oublies ça. Oui. Ouais. On est tellement consacré à intégrer cette histoire problème qu'on oublie toutes les histoires alternatives qui sont tout aussi vraies et qui sont des histoires de réussite, de fierté, d'auto-accomplissement et les remettre sur le devant de la scène, sur le donner du pouvoir à travers ça. Quelle libération, quel cadeau. Et comme tu le dis, l'humanité depuis toujours, nous sommes un peuple de conteurs. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui fait société? Bah oui, finalement. C'est ce moment où on se met autour du feu et on se raconte nos histoires, la façon dont on a intégré et perçu les éléments de la journée. Ouais, tout à fait. Et on a chacun, un petit peu, chacun sur, on pourrait imaginer qu'il y a un feu au milieu qui fait société, qui fait clan. Chacun est sur une pierre qui est sa base énagramme. Chacun apporte un point de vue complémentaire, peut-être une même histoire. Racontée par différents points de vue va s'enrichir. Donc, prendre toute cette dimension et toute sa perspective. Ouais, c'est là où on sent que le cerveau est en pleine capacité et en bonne santé et sain quand il y a ces histoires, en fait. Oui, et en même temps, dans l'énagramme, sur les 9 profils, ils sont redispatchés en 3 centres. Le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif. Donc, ça ne parle pas qu'à la tête. On vient vraiment recréer aussi, et c'est là qu'on peut faire vraiment des parallèles avec la pratique narrative, on vient aussi retisser du lien entre ces 3 aspects de nous. C'est clair. On est dans une société où il y a 2 aspects qui sont surreprésentés, c'est le faire. Je suis ce que je fais. Je fais. Et je suis ce que je pense. Ah bah c'est sûr. Nous ne sommes pas que ce que nous pensons, que ce que nous faisons. Nous sommes. Mais écoute, sur ces mots, je pense que on va pouvoir clôturer. Mais est-ce que peut-être tu as quelque chose à rajouter sur cet outil de l'énéagramme qui te tient à cœur, ou même sur la fonction narrative que tu voulais nous partager aujourd'hui? Offrez-vous ces cadeaux. Beau message, effectivement. Il y a des outils qui sont là à disposition depuis longtemps, qui permettent justement de retisser le lien à soi, de refaire foyer en soi. Carrément. De retrouver cette base quand on se sent un petit peu perdu dans cette jungle de la vie, de pouvoir revenir back to basis. C'est exactement ça, revenir aux bases pour pouvoir se redéployer à partir de quelque chose d'un endroit de moi dont j'ai conscience de ce qui le renferme, de ce qu'il a comme valeur, pouvoir redéfinir ses contours et à partir de ça pouvoir se redéployer. Super. En fait, c'est retrouver des zones de solidité en soi. Des zones de densité en soi qui nous permettent de nous sentir libres et à la bonne place partout ailleurs aussi. Et de tout affronter finalement aussi. Super. Merci beaucoup Fanny, c'était passionnant. J'espère que cet échange vous a plu également. On va se quitter ici et puis je vais te souhaiter une bonne journée. À toi aussi, merci beaucoup pour cette invitation.